Autre affaire. On a appris très tôt ce matin le décès de Charles Manson au cours, c'est hier en fait qu'il est décédé. Charles Manson est probablement le tueur en série le plus connu dans le monde. Il est considéré comme l'un des criminels les plus dangereux des États-Unis. Et même, pendant qu'il était en prison, il était considéré dangereux. Il est décédé hier à l'âge de 83 ans en détention. Un gourou psychopathe à l'origine de plusieurs meurtres, dont celui de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois quand elle a été tuée. Charles Manson était un monstre. On en parle avec Christian Page, animateur de l'émission Mythes et complots sur le réseau Cogeco. Bonjour Christian. Bonjour, Eva-Marie. Hey, on part du début. Raconte-nous qui était Charles Manson. Ah, c'est effectivement un personnage plus grand que nature. Hein. Tu as mentionné qu'on le considérait comme l'un des hommes les plus dangereux. Je me rappelle, dans les années 90, on avait fait un sondage aux États-Unis et l'homme le plus dangereux au monde, le most dangerous man alive, était Charles Manson, même si ça faisait 25 ans qu'il était derrière les barreaux. Donc, on voit l'ascendance que ce personnage-là avait. Il est né donc en 1934. Il est né en Ohio. Sa mère était une prostituée. Elle faisait aussi dans le petit crime. Et alors que Manson a à peine 5 ans, sa mère est arrêtée pour un vol à main armée et envoyée dans une prison pour femmes pendant 5 ans. Donc, durant ce temps, Manson est ballotté de parent en parent et il va subir des abus, et à ce moment-là, il va lui-même devenir un petit peu un criminel. Hein. Donc, à 12 ans, il commet ses premiers crimes, des premiers larcins relativement légers, et puis adolescent, il va commettre un premier crime où il vole une voiture. Bon, on me dira, voler une voiture, c'est pas grand-chose, mais il vole une voiture et traverse les lignes de l'État. Donc, ce qui était un crime d'État devient soudainement un crime fédéral. Manson est envoyé dans une maison de redressement fédérale, donc il l'a à la dure, là, il y a 14-15 ans, il est dans une maison de redressement fédéral, et peu à peu, le personnage va s'enliser dans l'idée de commettre des crimes. Il devient un criminel d'habitude. Il est libéré, arrêté de nouveau, renvoyé en prison, et puis en 1967, parce que là, on parle de ce personnage que va devenir Charles Manson, en 1967, il est libéré, il a 32 ans, et il a déjà passé la moitié de sa vie en prison. Donc, ça nous donne un peu le ton. Il va se retrouver à San Francisco. Durant les dernières années de son incarcération, il s'est trouvé un intérêt pour l'occultisme. Pas autant d'un intérêt personnel que de l'intérêt que cela lui donne comme ascendance sur les autres. C'est durant cette période qu'il a appris à développer ce fameux regard fou qu'on lui connaît, là, presque hypnotique. Est-ce que c'est là que le gourou commence à naître, là? Absolument. Donc, il se retrouve dans ce San Francisco de la deuxième moitié des années 60. C'est le flower power. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. On fait l'expérience de toutes sortes de drogues, dont notamment le LSD, qui est une drogue psychotrope. Et ça va jouer, bien sûr, un rôle extraordinaire sur Manson. Il aime faire croire aux gens qu'il est la réincarnation du Christ, qu'il est aussi la réincarnation du diable en même temps, qu'il jouit de sortes de pouvoirs surnaturels. Et peu à peu, il va entraîner des jeunes un peu déjantés qui se cherchent. Certains viennent de bonnes familles. Je pense notamment à l'un des tueurs de Manson, une jeune femme qui s'appelle Patricia Krenwinkel, qui venait d'une famille relativement aisée, tout ça. Donc, il va réussir Il va chercher surtout des jeunes femmes ou peu importe? Surtout des jeunes femmes qui l'utilisent comme monnaie d'échange pour du trafic de drogue également. Donc, en échange de faveurs sexuelles avec des petits délinquants, il prend de la drogue, il donne ses filles ou prête ses filles pour des faveurs sexuelles et un peu, il organise son commerce comme ça. Tout gravite autour de lui. Et puis, dans cette deuxième moitié des années 60, il faut se rappeler aussi, c'est un ère de changement. Manson découvre les Beatles et en vient, dans son esprit tordu, croyez-le ou non, à imaginer que les Beatles lui annoncent, il considère les Beatles comme étant les 4 archanges de l'Apocalypse, que les Beatles lui parlent à travers la musique et en particulier de l'album blanc des Beatles, un album mythique, et à travers ça, il perçoit des messages. Pour lui, par exemple, Helter Skelter, une des pièces célèbres des Beatles, Helter Skelter en Angleterre signifie une sorte de descente en toboggan. Là. Lorsqu'on tourne dans une sorte de glissade en rond, on appelle ça un Helter Skelter. Attends, Christian, on va l'écouter, cette chanson-là, pour que tout le monde se replace là, et qu'on sache de quoi on parle, d'accord? OK, allons-y. Voici un petit... Alors, que décode Charles Manson en écoutant cette chanson-là? Voilà. Aux États-Unis, Helter Skelter, c'est également une espèce d'expression en argot qui signifie « sauf qui peut » ou « débandade ».
Alors Manson, lui, perçoit dans cette pièce-là cette expression-là, débandade. Donc, les Beatles lui disent qu'il doit créer une espèce de chaos. Et quand on regarde, par exemple, cet album blanc qui commence avec une pièce qui s'intitule Revolution 9, on se rappelle, dans les années 60, on tournait souvent nos micro-sillons à l'envers. Et quand on tourne Revolution 9 à l'envers, parce qu'on entend au début John Lennon qui répète à plusieurs reprises « Number 9, number 9, number 9 », quand on tourne ça à l'envers, on entend « Turn me on, dead man »,« Excite-moi, homme mort ». Alors là encore, Manson perçoit là-dedans des messages. Les pigs que décrivent les Beatles, qui font référence à la bourgeoisie, Manson voit que c'est à travers ça qu'il doit s'attaquer. Et il attend cette guerre raciale où les Noirs tueront tous les Blancs, et une fois qu'ils auront tué tous les Blancs, comme ils considèrent les Noirs comme une race inférieure, ils auront obligatoirement besoin d'un leader blanc pour les gouverner. Ce leader blanc sera lui qui aura trouvé refuge dans le désert. Donc, il attend... Aïe. Vraiment, là, il s'est construit tout un imaginaire, il est convaincu de ça, il embarque des gens avec lui, et ça nous mène à l'été 69. Été 69, le 9 août 1969, comme cette guerre raciale ne se déclenche pas d'elle-même, Manson décide d'y donner un petit coup de pouce. Alors, il envoie 4 de ses tueurs au 10050 Celio Drive à Benedict Canyon, en banlieue de Beverly Hills. Il faut savoir, j'ai lu dans la presse qu'on a dit Manson a choisi cet endroit-là par hasard. Absolument faux. Il connaissait l'endroit. C'était une maison qui était isolée. Elle avait été louée autrefois par Terry Melcher, qui était le fils de Doris Day, et qui était également l'agent des Beach Boys. Manson connaissait l'un des Beach Boys et était passé par là pour faire une espèce d'audition. Donc, en août 1969, il sait que Melcher n'habite plus la maison, mais il la connaît. Il sait qu'elle est isolée sur les hauteurs de Benedict Canyon. Alors, le 9 août, il envoie ses tueurs, Linda Kazebian, Patricia Krenwilken, Susan Atkins et Charles Tex Watson. Il lui dit, vous allez vous rendre sur place et vous allez tuer tous les gens qui s'y trouvent. Linda Kazebian attend dans une camionnette à l'extérieur et elle va devenir d'ailleurs le témoin clé du procureur puisqu'elle n'a rien commis de geste à part de conduire les tueurs sur place. Donc elle attend. Les 3 autres, Krenwinkel et Atkins et Watson, sautent de l'autre côté de la clôture. Ils abattent immédiatement quelqu'un qui passait par là par pur hasard, un jeune qui s'appelle Steve Parent. Ils vont ensuite entrer dans la résidence principale, résidence louée par le cinéaste Roman Polanski. Et là, sur place, ils vont assassiner une véritable boucherie. Ils vont assassiner Sharon Tate, l'épouse de Polanski, qui est enceinte de 8 mois et demi. Ils vont assassiner aussi Jay Sebring, un coiffeur d'Hollywood, coiffeur notamment de Paul Newman. Ils vont assassiner Wojciech Frykowski, un réalisateur et ami personnel de Polanski, et Abigail Folger, l'héritière des cafés Folger. C'est un véritable massacre. Ils vont utiliser le sang notamment de Sharon Tate pour écrire le mot « pig » sur la porte d'entrée de la résidence. Pig qui fait référence à une pièce des Beatles, mais également qui fait référence à la bourgeoisie. Il va y avoir assassinat aussi de 2 autres personnes dans les heures qui vont suivre. Bref, je veux t'amener au procès parce qu'à un moment donné, les autorités interviennent, réussissent à arrêter Charles Manson, mais même son procès, c'était extraordinaire dans le sens que ça retient vraiment l'attention. Ça a été très long. Il a été violent avec son procureur, violent avec le juge. Oui, violent avec le juge. À un moment donné, une scène tout à fait irréaliste. Il s'empare d'un crayon de plomb qui est tenu par son avocat, saute par-dessus la table et tente de poignarder le juge. Il faut donc les gardiens pour l'arrêter. Et ce qui est encore plus étonnant, malgré l'arrestation de Manson, qui était détenu dans une prison pour hommes, 4 des causes-accusées étaient des femmes. Elles étaient détenues dans une prison de femmes. Et elle chantait durant le procès, parce que c'est un procès commun, et à l'extérieur, les membres de ce qu'on appelait la famille Manson étaient réunis sur un trottoir, ils chantaient également des cantiques, et évidemment brandissaient des pancartes en disant « Il faut libérer Charlie, parce que Charlie, c'est le nouveau Christ, on est en train de le crucifier à nouveau ». C'était pratiquement théâtral. Ça demeure encore le plus long procès judiciaire aux États-Unis. Et cette histoire-là a enflammé les imaginations parce que l'affaire Manson est devenue le premier grand procès où on faisait appel à l'occulte. C'est le premier grand crime occulte de l'histoire des États-Unis. Il y en aura d'autres après, mais un comme celui de Manson, jamais. Et après, même derrière les barreaux,
Manson était un personnage charismatique. Il donnait de véritables numéros étonnants. Donc, les journalistes, ça a entretenu le mythe. Les journalistes, je pense par exemple à Geraldo Rivera, qui est allé faire une entrevue avec Manson. Manson sautait sur la table, dansait, chantait. C'était un personnage hors du commun. Mais quel individu complètement déjanté, avec des idées complètement tordues. Oui. Et malgré tout ça, je me rappelle un jour, j'ai rencontré Vincent Bugliosi, le procureur au procès Manson. Évidemment, comme n'importe qui, je lui ai posé la question, qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez vu Charles Manson? Pendant quelques secondes, Vincent Bugliosi a pensé, il m'a regardé, il m'a dit, il était insignifiant. Oh. Était insignifiant, mais il aura fait peur, il aura fait craindre le pire, il aura charmé aussi. Donc, un personnage insignifiant, mais avec un tel charisme qui a réussi à transformer des jeunes femmes qui n'avaient aucun antécédent criminel en véritables tueurs, des monstres à son service pour produire ou déclencher l'une des idées les plus tordues que l'histoire criminelle connaisse, cette guerre raciale, évidemment, qui était invraisemblable. Et il fallait voir les titres des journaux ce matin. On disait que l'enfer ouvrait ses portes pour accueillir Charles. Il devait y avoir une petite odeur de soufre, en effet, dans l'hôpital quand Manson est décédé. Merci beaucoup, Christian. Ça m'a fait plaisir. Christian Page, animateur de l'émission Mythes et Complots.